Bonjour et bienvenue à toutes et à tous dans Multijoueur, votre rendez-vous jeux vidéo sur Tech Co. Et puis aussi en podcast sur YouTube et partout. On est partout et on est de retour pour une émission où on va vous parler des jeux services. C'est la tendance, est-ce que c'est une bonne idée? Ce sera la grande question du jour. Et pour cette émission, eh bien, on accueille une nouvelle tête. Bonjour Jules. Bonjour Melinda, comment ça va? Eh bien écoute, très bien, Jules de Gamecult, qui nous C'est ça. fait le plaisir de te joindre à nous. Ah, j'en suis ravi. Écoute, bah, nous aussi. Et face à toi, un revenant. Mais oui. Eh oui, mais maintenant c'est mon collègue, donc Eh c'est oui. plus pareil. Sylvain, comment ça va? Salut Melinda, ça va très bien, prêt pour une nouvelle émission. Voilà, toujours avec aussi ton podcast, Manette à 3, qu'on n'oublie pas, Tout à fait, exactement. Mais surtout Tech Co, évidemment. évidemment. Voilà, Tech Co, le rendez-vous incontournable, on n'arrête pas de le dire. Bon, eh bien, on va s'ouvrir une petite page actu pour commencer, parce qu'il y a plein de choses à se raconter. Donc c'est l'actu chaud. Alors, depuis une semaine, l'actu est un petit peu trustée par PlayStation, on va se le dire, hein, clairement. Un petit peu, ils font un peu d'animation, des annonces en tout genre, et puis surtout des fameux State of Play. C'est leur petit rendez-vous à eux, leur petite conférence. On a eu Xbox il n'y a pas longtemps, donc c'était au tour de PlayStation. La semaine dernière, messieurs, nous avons eu un premier événement pour nous présenter les jeux. Allez, c'est quoi? Le catalogue 2024, voire un peu plus loin. Voir un peu plus loin. Hein, voire un peu plus loin. Est-ce que c'est intéressant? Bah, franchement, oui. Nous, on l'a regardé en direct avec les collègues, il y a eu beaucoup de bonnes surprises. À commencer par Silent Hill, The Short Message. Pas 2 qui est un peu plus compliqué. Il y a des questionnements autour sur la communication, c'est que Konami veut pousser un jeu qui est un peu plus action. Il y a des rumeurs comme quoi ils auraient aussi utilisé une vieille version qui est pas très bien fignolée. Silent Hill, c'est quand même un peu un serpent de mer depuis longtemps. C'est un serpent de mer. On sait toujours pas quand le jeu sort. Ils veulent pas donner de date de sortie pour le remake du 2, donc bon, d'accord. The Short Message, qui est un jeu gratuit, qui sort par surprise pendant le direct, donc ça fait toujours plaisir. L'an dernier, Xbox avait aussi le même coup avec Hi-Fi Rush, qui a été plus apprécié par la critique. Mais bon, nous, en tant que joueurs, moi, ça me fait plaisir d'avoir un jeu gratuit à télécharger. Et puis, sinon, effectivement, Stellar Blade, d'autres grosses sorties qui vont consteller Très, sans mauvais jeu de mots. très asiatique hein, quand même, cette tendance. Maintenant, PlayStation, il se tourne vraiment depuis quelques conférences en ligne comme ça vers l'Asie, vers beaucoup de sorties asiatiques. Je pense que en fait, on arrive à une maturité du marché coréen et chinois sur les plateformes, sur les consoles de salon. On va avoir Wukong qui arrive très prochainement là cet été. En tout cas. On espère que ces jeux-là, qui ont été annoncés parfois depuis plusieurs années, je pense notamment à Stella, C'était un retour, Stellar. Hein, quand c'est même. ça, exactement, qui pour le coup est attendu au tournant. Et c'est vrai que le trailer, au-delà des polémiques autour du physique du personnage, etc., on est bien sur un jeu asiatique hein, de ce côté-là, fait quand même assez plaisir à voir. Ça a l'air d'être très joli. Il y a une mise en scène au rendez-vous pour un jeu coréen avec une équipe qui n'est pas si grande que ça. C'est quand même assez impressionnant. Voilà, heureusement effectivement que les développeurs asiatiques sont derrière la PlayStation parce que sinon il n'y a pas grand-chose à se mettre sous la dent hein, Mais quand ça même. Hein. manque un peu d'exclusivité. Bon, on en parlera d'une après, mais ça manque un peu de nouveautés à nous mettre. Développeur asiatique, le roi Kojima était là, évidemment. sûr. Ça faisait longtemps qu'on Kojima l'avait Show. pas vu. On l'avait pas vu faire son show à une conférence PlayStation. Il est venu présenter ce qui était pareil, un peu un secret de polichinelle, Death Stranding 2 on the Beach. Pour moi, le on the beach est un peu trop, de trop, mais bon. Ça, c'est Kojima. Ça, c'est le style Kojima. Il y a Kojima. toujours, Il faut qu'il ça mette part sa marque. toujours bien. Moi, Et il y a un moment. moi j'avais envie de Mais dire c'est après, plutôt Léa Seydoux qui est de trop, mais après on va Ouais, dire que je suis mauvaise d'accord. langue. Je suis pas Je n'ai fan rien de la dit, c'est toi série. qui l'as dit. Mais bon, voilà. Donc, la suite de ce jeu complètement étrange, Death Stranding, qui est compliqué à expliquer. En gros, vous incarnez un livreur DHL Mais dans un Ouais. monde en ruine apocalyptique. voilà, c'est ça, c'est pas que un jeu de livraison et en même temps c'est surtout un jeu de livraison. C'est surtout un C'est jeu. pour ça que le jeu est si difficile à décrire. C'est un simulateur de marche au sens premier, et c'est vraiment, il faut appréhender le terrain et comment on va marcher dessus et poser ses échelles et transporter son carton. Un vrai jeu Dans de le- stratégie Un quoi. vrai, Voilà, mais de marche. Mais moi, j'ai adoré. Donc, Moi aussi. évidemment, les 9 minutes de Death Stranding 2, moi, j'étais hyper contente parce que le reste ne m'intéressait absolument pas. Mais cela étant, j'imagine que tu n'as pas compris aucune des minutes de ce trailer parce que c'est le principe aussi. Alors, c'est le principe de Death Stranding. Alors, on a revu des têtes qu'on connaissait. Norman Reedus qui rejoue Sam Porter, Léa Seydoux qui est toujours là, et Troy Baker. Oui. Donc, qui a le droit à un vrai personnage. Alors, pour ceux qui ne sauraient pas qui est Troy Baker, c'est la voix de tous les rôles principaux, quasiment, Ouais. avec Norland North, du jeu vidéo. Et là, cette fois, il a le droit d'être lui, Oui. presque. Oui, Presque. parce que Parce qu'il incarne. Alors, moi, son personnage, dans l'idée de la présentation, m'a un peu rappelé Keanu Reeves dans Cyberpunk. un peu. Ouais. L'approche Ouais. rocker et tout. Mais voilà, comme d'hab, on est incapable de savoir ce qui est de la cinématique, ce qui est du jeu avec Kojima. C'est ça que j'adore. Mais 2025.
parce que 2025, après GTA 6, donc il y aura Death Stranding 2. Ça s'annonce pas très bien cette année encore. On va encore avoir plein de choses. Qu'est-ce que vous en avez pensé, Jules? Alors moi, j'ai pas fait le 1. Je suis assez familier avec, Kojima puisque j'ai fait, les Metal Gear Solid, notamment le 2. J'ai aussi fait Metal Gear Rising qu'il avait commencé mais pas fini Mmh. et justement, ça m'a rappelé Metal Gear Rising qui est souvent est mis un petit peu à part puisque c'est un jeu d'action qui est fait par un autre studio, Platinum Games, Mmh. qui est extrêmement exubérant et là, dans la bande annonce, on a donc Troy Baker qui arrive avec une, guitare, laser électrique, qui peut se battre au corps à corps aussi avec. Moi, je me disais: «C'est très Metal Gear Rising dans C'est l'esprit», donc complètement Oui. Metal Gear. pour moi, c'est vraiment dans la digne continuité et puis il y a aussi le Decima Engine qui Decima? Non, Oui, c'est ça, le c'est Decima Decima, Engine. je croyais le faire confondre avec un autre, pardon. Qui est très impressionnant visuellement. Il y a la scène comme ça où il marche et on voit la lune en très gros plan, Mm. inexplicable aussi d'ailleurs, comme événement, Kojima. météorologique, Kojima. Très bon moment dans une cinématique de 10 minutes, cette Mais lune. pourtant, il y a du gameplay. Je pense que c'est ça, la scène où tu te balades, c'est probablement du gameplay. Il y a aussi les glaciers qui s'effondrent et c'est vraiment, Le désert. très impressionnant, d'un point de vue technologique. Voilà. Bah, en revanche, le petit personnage, moi, ça m'a pas emballé plus que ça. Tu aimerais bien? Après, il y a une animation assez intéressante en stop motion, Mmh. Et d'ailleurs, il ressemble beaucoup à Alan Wake, hein, pour, Ouais, Ouais. alors je sais que c'était Kojima aime Alan il Wake, adore donc, Alan Wake comme jeu. C'est vrai qu'on s'est tous fait la réflexion voilà. que ça Normal, ressemblait c'est très énormément. cinématographique. Oui, Ça parle forcément à Kojima. Mais mais moi, j'ai après, enfin, en tout cas, moi, ce qui ressort de ce trailer, de ce très long trailer, déjà, c'est que, il y a beaucoup le mot Kojima, dans ce trailer, comme d'habitude. Mais non, surtout, c'est que ça va être encore une claque visuelle. En fait, le Decima Engine, pour ceux qui connaissent pas ce moteur-là, donc c'est un moteur propriétaire de chez Mmh. Sony qui a été utilisé sur la saga Horizon, à 2 reprises donc, par Guerrilla Games. Et ce moteur, on sent là, avec, Kojima déjà, Kojima Productions, qu'ils arrivent à maîtriser un moteur qui ne leur appartient pas à la base. Mmh. Et c'est du tout bon pour Guerrilla Games. C'est même beaucoup plus beau c'est plus beau que les jeux Horizon. ouais. Alors, le truc, c'est que ce Death Stranding 2 sort en exclusivité sur PS5. Horizon, jusqu'à présent, Voire c'était peut-être PS4, PS5. PS5, Peut-être. Pro, voire, Voilà, mais en tout cas, le Horizon, lui, était mmh. encore à moitié sur PS4. Donc, je pense qu'on a des améliorations visuelles sur Death Stranding 2 que ne pouvait pas se permettre Horizon 2, et c'est comme ça. Mais clairement, oui, ça donne très envie. Je pense que l'expérience qu'est Death Stranding 1 est suffisamment incroyable pour ceux qui l'ont apprécié, parce que c'est un jeu qu'on aime ou qu'on déteste. C'est ce que j'allais dire, c'est un jeu Pour très attendre la clivant, hein. suite. Et là, on reste quand même complètement dans l'ambiance, Ah oui, du premier. J'ai pas eu non plus moi, j'ai adoré le premier, mais j'ai pas eu de surprise en non. regardant ce trailer-là, de me dire: «Il va y avoir quelque chose, un twist ou quelque chose de Non, là, révolutionnaire dedans», hein, bien sûr. on est emmené du côté du Mexique, qu'il va falloir connecter, au même titre que les États-Unis dans Premier, le ouais. numéro 1, voilà. Et avec donc quelques nouveaux personnages, quelques nouvelles stars aussi, parce qu'on sait qu'il aime bien s'entourer d'acteurs. On a Elle Fanning Mmh. qui est présente au casting. Donc, c'est plutôt une bonne chose d'être un peu dans un environnement qu'on connaît, mais je pense qu'il va y avoir beaucoup, beaucoup, beaucoup de surprises, notamment au niveau des ennemis que l'on peut voir juste là. Ouais, puis on a encore un peu de temps, sur ce jeu. Ça n'arrive pas avant 2025, sachant qu'il y a 365 jours. Ça laisse du temps pour le sortir. Hem, Autre chose qui s'est passée, alors là, pour le coup, on est vraiment dans l'actu à chaud, c'était pour nous, cette nuit, c'est qu'on a eu le droit, annoncé à la fin du premier, à un autre State of Play dédié à Final Fantasy VII Rebirth, qui est la première exclusivité, de la PS5 de l'année, signée Square Enix, évidemment. Ils aiment bien faire ça, Sony, donner un peu les clés d'un événement, à un studio, à un autre studio qui bosse pour eux. Hem, Ils vont nous faire ça à chaque fois? Bah, probablement. Pour eux, c'est bien parce que ça leur permet de s'identifier à des studios sans avoir à les racheter, ce qui est déjà, je pense, d'un terme économique et très avantageux. Ils ont aussi le PlayStation Blog sur internet, un peu à la manière du Xbox Wire, qui va permettre de donner la parole aux développeurs et de s'exprimer et donc de faire marcher la machine promotionnelle. Et en même temps, bah, c'est un titre qui va porter énormément d'enjeux économiques sur cette année, déjà parce que je pense il a pris un budget, pardon, extrêmement conséquent à développer. On Mmh. le voit à la présentation, il y en a des mini-jeux, différents, il y en a des visuels, il y en a des personnages, enfin j'imagine même pas le temps de travail homme qu'il y a derrière. Et pour Sony, je pense que rester attaché à la marque Final Fantasy, aussi surtout Final Fantasy VII, ça reste très important puisqu'on s'en souvient, c'était une des grosses exclusivités de la Mmh. PS1. Moi, je ne l'ai pas fait, mais évidemment que c'était un jeu extrêmement marquant. Et voilà, je pense que c'est le genre de projet à la fois grand public et prestige qu'ils ont tout intérêt à mettre en avant dans des conférences dédiées, puisque cela, leur permet de parler à tout le monde finalement et de renforcer leur image de marque, tout Alors, simplement. moi j'ai une question, est-ce que ça Sylvain, est-ce que ça leur permet pas surtout de s'asseoir des alliés? Parce qu'on sait que chez Xbox, ça drague énormément les studios asiatiques actuellement. D'ailleurs, Xbox en a profité en même temps pour rappeler qu'ils avaient enfin, Final Fantasy XIV qui arrivait en bêta, parce que là, l'annonce, c'est aussi qu'il y a une bêta, du jeu qui arrive sur PS5. Est-ce qu'ils n'ont pas besoin de faire ces événements-là pour Square Enix,
pour d'autres studios japonais pour justement un peu serrer les coudes Il y a entre de ça, japonais. il y a de ça, c'est évident. Après, dans le cas d'FF7 Rebirth, c'est même une obligation parce que l'exclusivité, elle a été chèrement payée par Sony, hein. On va pas se mentir, hein, l'exclusivité, elle est pas tombée comme ça de l'arbre, hein. Square Enix monnaie très très bien ses exclusivités et d'autant plus dans le cas d'FF7 qui est aussi emblématique pour les joueurs PlayStation. Donc le mettre en avant, c'est aussi dire, hey, vous n'avez pas ce jeu-là sur Xbox, vous n'avez pas ce jeu-là sur console Nintendo, vous n'avez pas ce jeu-là sur PC non plus. Il arrivera, mais pas tout de suite. Donc c'est super important. Et oui, je suis d'accord avec toi, effectivement, c'est aussi très important d'un point de vue communication pour les autres studios qui se disent, OK, nous, si on offre une grosse exclusivité à Sony, on aura probablement un Une state vitrine of de 20 play. minutes, quoi. C'est ça, exactement. Ça sort le 29 février, Final Fantasy VII Rebirth. On aura l'occasion évidemment d'en reparler dans multijoueur, mais peut-être aurons-nous un troisième temps PlayStation, parce qu'en ce moment PlayStation ça n'arrête pas. Et là pour le coup, c'est Phil Spencer qui l'a à moitié annoncé. Phil Spencer Mm. a dit qu'il allait faire des annonces la semaine prochaine. Et qu'est-ce qu'on attend tous? Qui nous Voilà. dévoile les jeux Xbox qui donc arriveraient potentiellement sur PS5. Ça se trouve, ça n'aura absolument rien à voir, mais est-ce qu'on peut y croire? Bah, alors, il y a eu des fuites. Est-ce qu'on leur accorde beaucoup de crédit? Je ne sais pas. Dans le cas d'Hi-Fi Rush, on allait chercher dans les fichiers du jeu pour trouver des informations, donc ça a l'air crédible. Dans le cas de Starfield, c'est des bruits de couloir, on ne peut pas vraiment assumer. Maintenant, c'est vrai que c'est intéressant puisque du côté des exclusivités Xbox, déjà, c'est la blague que beaucoup de joueurs PlayStation envoient à Xbox et qui est un peu injuste, c'est qu'ils n'ont pas d'exclusivité, ou que c'est nul comme Halo Infinite ou Redfall. Alors ça, chacun se fera son avis. Et donc, je pense que pour Phil Spencer, là, il est quand même un peu en mode communication de crise, puisque toutes ces rumeurs qui fuitent, et il est beaucoup victime de rumeurs et de fuites ces derniers temps. On s'en souvient avec le procès Activision Mm. Blizzard, où il y a tout le catalogue qui était mis à nu devant la justice et donc devant nos yeux. Je pense qu'il y a une communication de crise. Maintenant, est-ce qu'il y a vraiment le catalogue Xbox qui arrive sur PlayStation 5 à court terme? Je ne sais pas. À moyen terme, voire à long terme, peut-être, puisque c'est vrai que les ventes de Xbox Series ont tendance à descendre. Maintenant, à court terme, ça me paraît être un petit peu précipité comme rumeur. Bon, ben on verra. Là, en tout cas, il n'y a pas de date. On sait juste que ce sera pour la semaine prochaine. Est-ce que ce sera un State of Play Xbox PlayStation? Surprise, on s'en reparle la semaine prochaine, peut-être. On va parler d'un autre sujet du moment, ou plutôt d'un autre jeu qui vient de sortir. Suicide Squad Ah. Kill the Justice League. Est-ce que ce n'est pas le jeu qui a kill Warner? Et pour cause, il arrive avec très mauvaise presse, on va pas se mentir. Bah. Et surtout, c'est un jeu service. Et la question que je voulais vous poser, messieurs, c'est aujourd'hui, est-ce que faire un jeu service, c'est une bonne idée? Non. Bon, bah, Alors, qui se lance dans l'explication d'un alors jeu service? moi, Allez, je veux Sylvain. bien. Moi, je suis un peu un spécialiste des jeux à service parce que j'aime bien le concept. Voilà, parce que je joue beaucoup à Destiny, qui est quand même un des premiers gros jeux à service, en tout cas tel qu'on peut le concevoir aujourd'hui. Mais oui, je pense que c'est toujours une bonne idée. Il y a un a priori généralement négatif auprès des joueurs, mais ça, c'est à cause des échecs du passé qui ont fait que les joueurs s'en sont un peu dégoûtés. Mais c'est pas une mauvaise idée d'en faire un. Pour autant, en fait, ce qu'il faut, c'est faire en sorte que le studio qui va s'emparer de ce jeu à service soit staffé pour faire des jeux à service, qu'il y ait une véritable vision et pas uniquement autour des microtransactions. Aujourd'hui, en fait, on a trop tendance à se dire jeu à service, c'est pour que ça rapporte beaucoup d'argent. Bah, c'est Mais- un peu la définition Ouais. quand même. Le Alors- principe d'un jeu à service, c'est un jeu qui est prévu Qui va proposer sur du long Un terme. flux de Oui, revenus mais stable, du en contenu. théorie. Voilà. Le truc, c'est que en fait, en ayant uniquement ça, et c'est un peu ce qui se traduit par Suicide Squad, c'est en ayant uniquement dans le viseur l'argent que ça peut rapporter, ça mène à Suicide Squad, à Anthem, à plein d'autres jeux, ou même à Avengers. Aujourd'hui, il faut que, oui, bien sûr que l'économie d'un jeu à service est spécifique à ce genre, mais à côté, ça n'empêche pas que il faut quand même aussi travailler l'intérêt du jeu, son suivi vraiment sur la durée, son contenu de fin de jeu aussi, qui est super important, et c'est aussi un des défauts de Suicide Squad. C'est un peu le problème. Est-ce que les jeux à service pensent à une fin? Jules. Ben, alors là, on sait que Suicide Squad, il a une première année qui est très développée. Ils ont annoncé déjà 4 chapitres gratuits avec à chaque fois apparemment un personnage jouable exclusif. Donc oui, ils ont pensé manifestement sur le long terme. Maintenant, sur l'endgame, moi, je ne peux pas dire puisque je n'ai pas joué au jeu. Donc je ne sais pas ce qu'il y a à faire concrètement quand on a fini l'intrigue. Moi, je pense que c'est marrant que tu aies cité Destiny, puisque clairement, non seulement c'est un jeu service qui a marqué, mais en plus, on sent qu'ils veulent tous
copier Destiny, Bien parce que sûr. c'est ce qu'on appelle des looter-shooters, c'est-à-dire des jeux de tir où tu vas récupérer des armes de diverses capacités pour toujours améliorer la puissance de ton personnage, justement, sans fin en vue. Dans Destiny, il y a des donjons qui demandent des armes de plus en plus fortes et la boucle, elle est quasiment infinie tant que Bungie décide de le développer. Le problème, c'est que Avengers et Suicide Squad, c'est pas des jeux qui se prêtent très bien à cette thématique pour commencer. Donc, avant de se poser la question de la fin, est-ce qu'on devrait commencer le projet pour commencer? Est-ce qu'il y a un rapport thématique? Mais est-ce que c'est que le projet est commencé en se disant on va faire du long terme ou est-ce qu'on va faire Oui. un jeu et on voit comment est-ce qu'on peut le décliner à plus long terme? Dans le cas de Suicide Squad, et c'est ce qui se traduit beaucoup, c'est qu'a priori, à la base, ça n'était pas un jeu à service. On est d'accord. Et Les premières images qu'on avait vues de Suicide Squad, c'était une aventure solo comme ou coop. Batman, C'est Rocksteady qui est derrière. C'est C'est vrai ça. qu'on attendait un Batman Arkham avec, avec le Suicide Squad. En fait, le jeu, Ça a brillé quand même. ce qui ressort beaucoup des différents articles, des tests autour du jeu, c'est que le jeu a visiblement eu plusieurs vies pendant son développement. Il y a à la base, donc c'est un jeu comme un Batman, Mhm. puis ensuite donc Warner a changé avec Discovery et compagnie, et du coup ils ont voulu faire un jeu à service pour faire un peu comme tout le monde et avoir de l'argent. Et le truc, c'est que le backlash des joueurs a fait que Warner, enfin en tout cas Rocksteady, a un peu changé son fusil d'épaule et a donc remanié une partie du jeu pour que ça fasse un peu plus Batman que jeu à service. Et du coup, le jeu a beaucoup d'erreurs, a beaucoup de répétitions dans ses différents objectifs. Le contenu de fin de jeu est extrêmement répétitif, mais la boucle de gameplay est Elle se fun. termine. Elle se termine. Non, mais en tout cas, elle est fun dans la mesure où ça reste du Rocksteady derrière. Mais le problème, c'est qu'elle n'est pas du tout adaptée à un concept aussi répétitif que le jeu à service, dans la mesure où il faut beaucoup d'objectifs différents, alors que là, il n'y en a que 3 en grande majorité dans les différents événements du monde. Alors, j'ai une question parce qu'on parlait de Marvel Avengers, qui s'est complètement loupé aussi en prenant un virage qui n'était pas le sien initialement. Derrière, pour Suicide Squad, on a Rocksteady, spécialiste du jeu solo narratif. On a Crystal Dynamics, spécialiste du jeu solo narratif. Est-ce que finalement, le problème ne vient pas de là? C'est qu'on n'a pas mis les bonnes personnes. Oh, bah, Enfin, c'est quand même des studios réputés. On n'a pas mis les bonnes personnes pour faire un jeu service. Comme Bungie est un spécialiste du jeu service et oui, sert complètement. aujourd'hui même limite de consultant Ah bah à oui. Ah, mais c'est le PlayStation cas. pour faire la C'est le suite. but avoué de les avoir achetés. De toute façon, ils Oui, devaient oui. consulter sur le jeu Last of Us multijoueur, qui était un jeu service et qui a été annulé d'ailleurs. Bah oui, C'est parce quand même que l'ironie Bungie du avait sort. dit que c'était On se c'était pas souvient ouf, que quoi. PlayStation, justement, qui n'a pas de jeu service à son catalogue parmi ses exclus, a dit on va en lancer une douzaine, on voit combien il y en a qui prennent. Ils ont réduit à 6, sous la houlette Mhm. en effet de Bungie, mais au moins ils prennent le temps avec d'en lancer plusieurs pour toucher plusieurs cibles. On n'a pas l'impression derrière, ils soient allés chercher des studios dont ce n'est pas le métier en fait. Oui, mais à côté, on a bien vu, en fait, il s'est passé exactement la même chose à Naughty Dog ou même chez BioWare avec Anthem que ce qui s'est passé avec Suicide Squad Ce n'est et pas Avengers. leur C'est qu'on savoir-faire. on a mis entre les mains d'un studio qui faisait effectivement du jeu narratif un concept, un genre qui n'est pas du tout fait pour eux. Et à côté, le truc, c'est que, en fait, on peut faire de Naughty Dog un studio qui fait des jeux à service. Mais dans ces cas-là, faut le staffer en conséquence. Faut pas se dire, ah, mais c'est bon, ils ont fait The Last of Us, donc ils sont OP pour tout le reste. Non, il y a des gens qui sont faits, des développeurs qui sont faits pour les jeux narratifs et des développeurs qui sont faits pour les jeux à service. Et Voilà. Jules, est-ce qu'on tue pas des studios qui ont un savoir-faire en les envoyant au casse-pipe sur des jeux pareils comme Suicide Squad ou comme justement Marvel Avengers? Tout dépend de ce que tu entends par tuer. Leur Maintenant, image, leur image déjà. leur image, déjà, elle en prend un coup. Maintenant, BioWare, ils sont pas tellement dans la sauce puisque le nouveau Dragon Age est quand même un petit peu attendu. Ah oui, même non, mais il est s'ils ont été attendu, scindés. mais c'est compliqué. Hein. Mais est-ce Ouais, que les gens, mais c'est est-ce pas- qu'ils n'ont pas laissé le temps que les gens oublient Oui, en c'est thème? ça. Il y a un petit peu de ça. ça, il y a un petit peu de ça. Non, moi, c'est un peu l'allégorie du bateau de Thésée, c'est-à-dire que Rocksteady porte le nom Rocksteady, mais ce n'est plus Rocksteady. Les cofondateurs, ils sont partis de toute façon. Une grande partie du studio est partie. On a le même problème avec Redfall du côté de Microsoft, où ils ont engagé le studio derrière Prey, qui est Arkane, évidemment, Arkane Austin, et où pareil, il y a une grande partie du personnel qui est parti, qui s'est désolidarisé, qui a dit voilà, moi ça ne m'intéresse plus. Donc il y a toujours le nom, Arkane Austin, mais ce n'est plus le même studio fondamentalement. On parlait des gens. Alors, il y a quand même des exemples un peu inverses de gens qui ont réussi un peu le pari. Je pense notamment à Ubisoft avec The Division, qui était parti un peu bizarrement, mais qui aujourd'hui est devenu un jeu. Ah, t'as un bémol à mettre. Un pari Vas-y, Jules. réussi parmi beaucoup de. Ah, mais de ratés. Parmi beaucoup Roller d'échecs, Champions, oui, oui. Mais il est- Hyperscape. Ah ouais, mais C'est compliqué. oui, qui ont disparu complètement Voilà. de la circulation. Mais The Division était parti avec un mauvais a priori, qu'il a réussi à retourner. Est-ce que Oui. Suicide Squad peut se retourner lui aussi? C'est ma question. Je pense que
Ça va être difficile. En fait, il y aura 2 solutions. Effectivement, ils ont annoncé la première année. On attend de voir, Ouais. déjà s'ils vont la Si la tenir, hein. ils atteindront la Parce deuxième. que je rappelle quand même, Anthem avait toute une première année de fête et au final, rien n'a été tenu parce que juste ça ne tenait pas, parce qu'il y avait beaucoup de problèmes, etc. Clairement, moi, en tout cas, en l'état, je ne vois pas comment est-ce que Rocksteady peut modifier profondément le résultat Non. final, dans la mesure où il faudrait probablement repartir sur un développement. Et c'est pour ça qu'Anthem s'est arrêté. Enfin, il est toujours dispo, mais en tout cas, la version 2.0 n'a jamais vu le jour parce que ça nécessitait trop d'argent. Là, les problèmes, ils sont intrinsèques au jeu. C'est une chose que tu ne peux pas changer maintenant que le jeu est disponible. Donc, ça paraît difficile. Après, le jeu n'est pas mauvais. Le jeu n'est pas mauvais. Il a 65%, 67% 63, je métacritique. crois, voilà, quelque Voilà, chose comme ça. c'est pas pas brillant non plus, hein. exceptionnel, c'est pas brillant. Il a surtout bien pour un jeu amorti. de cette, voilà. Mais on aurait pu penser pire. Le Les jeu joueurs sont arrive à être plus fun. sévères que la presse, hein. Les Oui, joueurs bien sont en train sûr. d'être beaucoup plus Mais à sévères que la côté, presse. quand on regarde les avis Steam, qui Mm. sont extrêmement favorables à l'heure actuelle, mais en même temps, Steam, tu peux pas faire l'un ou l'autre, et ben, les gens se disent oui, c'est fun à jouer, mais le problème, c'est que c'est très répétitif. Par contre, l'écriture est plutôt bonne. Enfin, c'est aussi ça qu'il faut se dire, c'est qu'il a des qualités, et c'est ça qui est problématique en fait, c'est qu'il y a des choses qui sont bonnes Il y avait dans de bonnes ce jeu-là. idées de départ, celles qu'on avait repérées au C'est premier ça, trailer exactement. et qu'on n'a pas vu par la suite. Donc voilà, Suicide Squad. Si vous avez quand même envie d'essayer, c'est disponible. C'est disponible un peu partout. On va passer très vite à la dernière partie de l'émission parce que je voudrais qu'on parle en ce moment de ce qui se passe, qui est le Steam Neo Fest. Et parce qu'il y a des petites perles à découvrir, et peut-être des bonnes en fait. Donc Ah bah, on beaucoup passe bonnes. à quoi on joue. Alors oui, je sais, il y a plein de jeux qui arrivent au mois de février et on a décidé de parler de démos. Voilà, c'est notre côté rebelle à nous. Messieurs, je vous ai demandé parmi tous les jeux qui sont disponibles en démo. Alors pour rappeler, Steam Neo Fest, c'est un événement qui est quoi tous les 4 à 6 mois à peu près. Oui, c'est Steam ça, ouais, organise ça. ouais. Des démos vous sont proposées sur PC de jeux à tester qui arriveront par la suite parfois aussi sur console, mais c'est l'occasion de découvrir, il y a quoi, une centaine de jeux à peu Ouais, près ouais, à peu Au moins. près. d'ici la semaine prochaine. Alors, avec Jules, on a repéré un jeu tous les deux bien inquiétant qui est, Indica. voilà, Indica. Raconte-nous vite fait, Indica, de quoi ça parle? Alors, c'est dans l'orthodoxie russe au 19e siècle, mais dans une variation steampunk. Donc là, on a perdu la moitié des gens qui écoutent. Voilà. Et c'est un jeu d'exploration narratif où on joue une nonne qui est en train de perdre la foi et qui va devoir collecter des points de score en faisant des prières et en ramassant des icônes religieuses dans la nature. Donc c'est complètement barré, Tu c'est fais pas très ça tous les avant-gardiste. jours, Je Melinda. Pas dans la Russie orthodoxe de la fin du Voilà. 19e. Moi j'ai fait la démo, elle dure 30 minutes, c'est encore une fois très avant-gardiste. Vous ne verrez pas ça chez tout le monde. C'est édité par 11-bit Studio qui a fait This War of Mine et Frostpunk. Donc On retrouve beaucoup de la part, je trouve. Alors, Beaucoup. paradoxalement, This War of Mine, si vous l'avez pas fait, vraiment faites ce jeu. c'est froid et c'est déprimant. Alors, c'est assez bien résumé. Le côté fisheye, comme on vient de voir là sur une image pour ceux qui regardent derrière nous, de la nonne en gros plan, honnêtement, ça fait longtemps que j'avais pas vu un truc flippant qui n'est pas un jeu d'horreur. Parce que c'est pas un jeu d'horreur. Ça flirte un peu, Ça ça flirte. flirte avec beaucoup de choses, avec une forme de comédie très très noire aussi. Mais c'est très bien écrit par contre, je trouve les dialogues très bien écrits, C'est assez on sent que prometteur. c'est pas gratuit. Après, il faut le voir sur la durée parce que là, 30 minutes, on est perplexe, on est intrigué. On est flippé. Maintenant, si le jeu final dure 8 à 9 heures, il faut conserver les tranches sur 8 à 9 heures, c'est quand même pas facile. Non, mais voilà, ça s'appelle donc Indica. C'est disponible en démo. C'est un peu flippant. Et c'est quand même, comme tu dis, intriguant. Et on a envie de voir la suite au-delà clair. des 30 minutes. Sylvain, toi, changement totalement de décor. Ah oui, ça, je ne vous le fais pas dire. Homeworld 3. Vas-y, à toi de Homeworld pitcher. 3, alors très rapidement, Homeworld 3, c'est le 3e épisode donc d'une saga qui date des années 90. C'est une saga de jeu de stratégie en 3 dimensions, ce qui n'est pas chose commune dans le genre stratégie en temps réel, donc dans lequel on va devoir piloter, en tout cas donner des ordres à une flotte de vaisseaux. Jeu de stratégie vraiment à la Warcraft, en vérité. Il va falloir créer différents types d'unités, etc., faire face à ses ennemis. Il y a la démo qui est disponible, elle est assez gourmande au niveau de la configuration PC, mais le jeu est vraiment splendide. C'est un vrai jeu d'exploration spatiale avant d'être un jeu de combat spatial. Il y a vraiment un côté tactical qui est assez fou, alors préparez-vous à devoir lire beaucoup de choses avant de comprendre comment tout ça se joue. Mais moi j'ai retrouvé les
sensations des jeux originaux, avec ce petit plus bien plus moderne, notamment au niveau de la possibilité de faire de la pause active pour ensuite vraiment gérer sa stratégie comme on l'entend. J'ai vraiment très très hâte de voir le jeu final qui sort le 8 mars, parce que le scénario, en tout cas des 2 premiers, était aussi vraiment très cool. Et là, en plus, il y a de la mise en scène avec cinématique, et donc c'est tant mieux. C'est assez beau, c'est un jeu d'espace. Si vous connaissez Sylvain, dès qu'il y a un jeu d'espace, de toute façon, C'est ça. c'est pour lui. Alors moi, j'ajoute un troisième univers complètement différent, qui est Tales of Kenzera Zoo. Oui. Eh oui. C'est un jeu qui arrive chez Electronic Arts Originals, donc qui est le label indépendant. Et derrière ce jeu, il y a Surgeon Studio. Et à la tête de Surgeon Studio, pour ceux qui ont fait Assassin's Creed Origins, c'est justement l'acteur qui fait la Bayek, voix de Bayek, qui est derrière. Et c'est son jeu, c'est un jeu de cœur, c'est un jeu qui porte sur les origines de ses parents d'Afrique. Donc il y a tout un jeu d'une histoire autour de la culture africaine, la mythologie africaine. C'est une histoire de deuil. En fait, c'est un héros qui n'arrive pas à faire le deuil de son père et qui se lance dans une quête parce qu'il a un côté chaman, pour essayer d'aller récupérer l'âme de son père et de le ramener à la vie. C'est un très beau jeu, C'est magnifique. très coloré déjà, jeu de plateforme, tendance Metroidvania aussi. Mais c'est un jeu, je trouve, qui porte vraiment une histoire, un texte. C'est un jeu qui a une âme, et ça fait du bien d'avoir des petits jeux comme ça. Il y a un twist sur l'histoire des masques. Ça, on est complètement dans la culture africaine, le masque de la lune, le masque du soleil, et qui vous octroie des pouvoirs différents. Toute une question de quête sur soi-même, de recherche et d'évolution de ce jeune homme qui, par le deuil, doit devenir un homme. Je vous le conseille en démo, il sortira sur toutes les consoles par la suite. Ça s'appelle Tales of En Kenzera. avril, je crois. C'est ça. Il ça, arrive en au mois d'avril, exactement, le 22 avril, si je ne vous dis pas le 23 avril, pardon. Mais je vous conseille de tester la démo, qui est assez courte. Si vous avez aussi. Oui, aimé 45 Prince of minutes, à peu Persia, Et Ori, voilà, etc., c'est c'est un complètement jeu pour vous, dans quoi. ce mood. Et il y a vraiment, moi j'ai trouvé une âme, un cœur à ce jeu. Oui. On sent qu'il est fait par quelqu'un qui aime le jeu vidéo avant d'être une personne du jeu vidéo. Donc, Pas quelqu'un qui fera un jeu à service, quoi. Alors là, pas du tout. Très, très Vous probable. êtes anti-jeu à service, allez faire Tales of Kenzera. Donc voilà, je ne sais pas si vous avez testé. Oui. Ah oui, du coup, je l'ai testé hier soir sur tes conseils, d'ailleurs. Et honnêtement, oui, c'est vraiment magnifique. Enfin, c'est plus beau, finalement, que Prince of Persia, par exemple. Plus coloré. Mais C'est différent, vraiment, oui, mais c'est différent. Mais vraiment, c'est un Oui. grand plaisir. Et moi, j'adore les Metroidvania. Donc, vraiment, je pense que je serai au rendez-vous en avril prochain. voilà, j'espère ne pas être déçu sur la version finale. Jules, toi aussi, tu as testé? Ouais, bien sûr, j'ai testé. Moi, j'ai trouvé un peu en dessous techniquement de Prince of Persia, Oui. mais effectivement plus coloré. Et il se rattrape par la direction artistique. Et j'avais interviewé le créateur, Aboubacar Ouais. Salim, et c'est quelqu'un d'absolument Il est génial. charmant, ma foi. Voilà. Et Vous êtes C'est deux très à intéressant. être tombés sous le charme, mais Linda me disait la même chose. Qu'est-ce Mais qui s'est non, mais parce passé qu'en fait, les gens qui parlent de leur jeu avec passion et amour, Oui, et c'est vrai que ça pas change. technique, ça change tout, et ça se ressent, je trouve, énormément. Oui. Sa personnalité se ressent énormément dans le jeu. Elle est sous le charme. Je suis complètement sous le charme, j'avoue. On verra sur le résultat final, ça se trouve, je serais hyper déçue. C'est ça. Comme dans toutes les Et belles là, ce histoires sera qui dimanche. commencent. Messieurs, on arrive à la fin de cette émission. Merci à vous d'être venus. Jules, Merci à toi. on te retrouve sur Gamecult, Bien sûr. à lire, et Gamecult l'hebdo aussi. Longtemps ou pas Plus maintenant. Plus maintenant? Ah bah d'accord. Bon, voilà. Feu. Sylvain, moi je te retrouve très vite. Malheureusement. Oui, avec grand plaisir. Hein, sur Tech Co. Bravo, ça promet. Et aussi manette à 3. Manette à 3, le podcast, ouais. Voilà, exactement. Et puis nous, vous retrouvez l'émission en multidiffusion sur Tech Co, sur YouTube évidemment, sur le site Tech Co et sur toutes les bonnes plateformes de podcast. On se dit à la semaine prochaine. Il y a encore plein de choses qui arrivent, et peut-être Phil Spencer qui serra la main de PlayStation. Ce sera la surprise. En attendant, jouez bien, il y a de quoi faire.